Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une deuxième émission aujourd'hui. Alors tout simplement parce que je vous dois les plus plates excuses quant à l'émission de ce matin. Je ne vais pas la supprimer pour des nécessités de transparence et autant pourtant j'ai une honte incommensurable pour ce qui a pu être proposé dans cette émission. Tout simplement, comme il y a eu pas mal de retours là-dessus, je me suis quand même un peu remis en question. J'ai regardé cette vidéo, chose que je fais normalement jamais. Ça m'a littéralement effrayé, pour être tout à fait honnête. J'ai même pas l'impression de me reconnaître dans cette présentation, mais par pur souci de transparence, je vais pas la supprimer. Donc je vous laisserai seul juge de toutes les conneries que je peux déblatérer là-dedans. Euh, je vais essayer de faire la seule chose qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire tout simplement de revenir dans un cadre beaucoup plus propice à ce que ça aurait dû être. Donc je vais faire une deuxième vidéo, chose que je fais pas beaucoup. Je vais pas le faire en anglais parce que j'ai été beaucoup moins stupide sur la partie anglaise. Faut croire que je vais être mal luné ce matin, mais bref. Euh, on va revenir sur un biais beaucoup plus technique, ce qu'aurait dû être en fait cette émission, sans les blablas interminables dans lesquels je me suis encore laissé euh, glisser indéfiniment, et toutes mes excuses là-dedans. Donc je vais essayer de revenir tout simplement purement sur un point de vue purement technique sur nos marchés. On va commencer par le S&P, mais on ne va pas y passer 2 heures, puisque effectivement il n'y a pas grand-chose à dire. Donc toujours pareil, on va se limiter à un point de vue technique, donc pas d'interprétation subjective, j'en ai fait largement assez dans cette vidéo. Autrement dit, toute la partie subjective de ce que je pense des marchés, je voulais très longuement retranscrit dans cette vidéo-là. Si c'est ça qui vous intéresse, là, je l'ai largement développé dans cette autre vidéo. Pour ceux qui préfèrent la partie plutôt technique, c'est ici qu'on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Encore une fois, avec donc mes excuses, c'est la rechute de trop de début 2020. On va essayer de se remettre dans un cadre plus technique. Alors donc, cadre technique en hebdo égale contexte, égale aucun signaux, égale débordement des contextes hebdomadaires. Autrement dit, il faut effectivement dézoomer. Ça tombe bien, on fait une émission annuelle, donc mensuelle, on est sur des bons time frames. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Des targets de breakout, donc des cassures de cycle. Qu'on a donc produit ici, donc cassure de cycle entre le mois d'avril et le mois de mai de cette année, en mensuel. Donc cassure de cycle, on déborde donc des bougies surachetées, donc débordement des contextes, cassure de contexte et cassure de cycle égale, il faut interpréter cette lecture. Donc comment interpréter? C'est toujours pareil, le choix est simple. À partir de cette lecture-là, quand vous avez un breakout, il faut toujours vous poser une question binaire. Est-ce que c'est probablement est-ce que ça ressemble plus à un breakout de range ou est-ce que ça ressemble plus à un breakout de tendance? Quels sont les éléments non subjectifs qui vous permettent de, non pas trancher, mais d'orienter entre guillemets les probabilités? C'est toujours en raisonnant dans l'absurde, à savoir essayer toujours le contexte le plus facile à identifier, la tendance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tendance? Oui, non, et où est-ce qu'on en serait dans cette potentielle tendance? Donc là, est-ce qu'il y a tendance? Dans un marché action, oui, il y a forcément toujours tendance pour les raisons que vous connaissez. Quoi qu'il arrive, les actions, ça montera toujours pour des raisons plus ou moins diverses et variées, mais tant qu'on est dans des schémas inflationnistes, il n'y a pas de raison que les prix baissent. Donc pour l'instant, prix haussier quoi qu'il arrive, et puis production de valeur dans le cycle économique égale hausse de marché, action, et ça montera toujours pour ces raisons-là. En tout cas, tant qu'on sera dans ces types de contextes-là. Donc on regarde, on est dans une tendance, où est-ce qu'on en serait en termes de maturité dans la tendance? Alors il y a déjà eu une cassure de cycle ici, qui a été identifiée comme une cassure de range. On voit bien le range, et on voit, oh ok, super. Donc sortie du range ici. Ok. Donc là, c'est clairement ici que se produit le breakout de tendance. Okay, donc là, on sort de ce range par le haut et on construit la tendance. C'est ici qu'on s'apprécie, les prix s'apprécient au-delà des contextes résistants. Autrement dit, il n'y a plus de résistance. Il n'y a pas de raison de vendre le marché dans ces zones-là. Donc notre phase de tendance est toujours là et notre phase de breakout est donc toujours ici. On cherche toujours le niveau qui a été breaké. Là, c'est bien le moment où on accélère à travers les contextes de tendance, canal de tendance et canal de contexte. Donc c'est bien ici que se produisent nos breakouts de tendance. On voit un autre breakout ici, donc une nouvelle cassure de cycle. Seulement celle-là, elle a été détectée, mais je peux vous le dire, c'est pas une erreur d'algorithme, mais c'est tout simplement que celle-ci, elle se produit pour des conditions spécifiques de l'algorithme que je définis moi-même pour détecter des breakouts qui sont très violents, c'est-à-dire les breakouts volatiles. C'est tout simplement qu'en fait ici on a tellement manqué de volatilité, c'est-à-dire que le canal de tendance est tellement étriqué, tellement fin. Je vous donne les conditions, ce breakout il est détecté parce que sur les 5 dernières bougies on a à la fois cassé
le contexte de support et on arrive à clôturer au-dessus du contexte résistant. Autrement dit, c'est une sécurité de détection de conditions de breakout très particulières, normalement liées à la volatilité. Sauf qu'ici, au final, ce n'est pas vraiment la volatilité qui avait drivé notre marché, on était plutôt au contraire dans une absence de volatilité. C'est-à-dire qu'ici, on bougeait de manière relativement volatile par rapport à la faible volatilité qu'on avait connue avant. Donc ici, c'est une erreur de détection de contexte. Très bien, en plus d'ailleurs, vous voyez bien qu'au niveau des cycles, il n'y a pas une cassure de cycle ici. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour moi pas un faux breakout, pas un breakout qui a réellement du sens. Maintenant, pour l'interprétation, je ne peux pas vous en vouloir si vous êtes planté là-dessus. Par contre, ici, on en a un, et il est propre, et il est net, et il est sans bavure. Là, il y a bien une très belle cassure de cycle, plus qu'elle est carrément académique, celle-là. Donc là, on a bien quelque chose à interpréter. Donc c'est la deuxième fois qu'on casse les cycles dans le cycle économique. La première fois, on l'a cassé ici. C'est donc ici qu'on a réalisé les breakouts et les cassures tendancielles. Donc là, breakout haussier non détecté, hein, mais on le voit bien sur la cassure de cycle. C'est là que se produit la breakout tendancielle. Très probablement ici, notre fameux pullback. Et là, donc, le breakout de trou. Mais attention, hein, on avait déjà ces mêmes breakouts dans ces zones-là. Simplement, il fallait attendre un petit peu de pullback. L'algorithme de breakout, il ne détectera pas de cassure quand le marché fonctionne comme ça. Il va chercher de toute façon d'avoir un minimum de volatilité. Donc en fait, ces breakouts ici, ces cassures de cycle n'ont jamais été détectées, tout simplement parce qu'en mensuel, les bougies, elles sont juste linéaires, calmes, tranquilles. Bref, tax pleine et toutes les tranquillités qui étaient vendues à Wall Street. Donc ici, la première cassure de cycle mensuelle à laquelle on assiste, elle est là. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on recherche sur les fins de tendance ? Exactement ça. On recherche des cassures cycliques. Donc là, d'un point de vue mensuel, d'accord, on est bien en mensuel et c'est important que vous compreniez ça, on est aujourd'hui post-cassure dans la zone de renversement du cycle hebdomadaire avec ce gros plafond de verre qui est au-dessus de notre tête, qui est la zone des 3381, 3004, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue technique et opérationnel ? Plus on va se rapprocher de 3004, plus il faudra chercher des signaux hebdomadaires. On ira donc se rapprocher des UT hebdomadaires pour chercher des signaux de renversement agressifs pour les traders expérimentés. Pour les autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en fin de tendance, vous encaissez vos bénéfices et vous ne cherchez pas le reverse. Je sais que ça, encore une fois, c'est la conclusion que je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises. Je la redis donc une dernière fois, d'un point de vue purement technique. En fait, je pourrais élaborer des dizaines et des dizaines d'heures sur le pourquoi, du comment, de comment on peut aborder ça d'un point de vue psychologique. Au final, je pense qu'on va se perdre dans des méandres inutiles. La seule véritable conclusion à Wall Street pour l'instant, c'est celle-là. On est bien sur des cassures cycliques mensuelles. Donc attention, ça prend plusieurs mois à se valider, mais ce sont très probablement des cassures d'excès final, c'est-à-dire probablement... Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit des excès finaux, c'est-à-dire je ne pense pas que ce mouvement tendanciel va nécessairement maintenant retomber jusque-là, mais je pense qu'on est sur les phases de divergence, c'est-à-dire les phases où ce cycle-là va se terminer, causer un pullback avant d'aller probablement plus haut au sein du prochain cycle économique. Mais je pense qu'ici, on devrait avoir des pullbacks, donc des replis vers les différents supports. Celui-ci, si tout se passe bien, sous la simple forme d'un pullback, celui-ci, si effectivement l'économie se passe un petit peu moins bien et qu'on y ajoute quelques risques systémiques, c'est-à-dire dans ce cas-là, tout simplement, soit on retourne, on casse le canal de tendance en deux vagues, autrement dit le schéma classique qui revient à dire on fait un truc comme ça, et on repartira derrière sans trop de problèmes. Schéma de consolidation relativement typique, mais encore une fois, il s'agit plus d'un range, donc on ne sait pas vraiment quelle forme ça va prendre. Tout ce qu'on sait ici, c'est qu'en tout cas, jouer les achats ne servent à rien. Ok, donc d'un point de vue technique, Wall Street, ça y est, c'est plié. 8 minutes, on n'en reparle plus. En fait, tout ce que je pourrais dire derrière ne ferait que revenir à une explication interminable de ceci. À savoir, c'est impossible d'acheter. On est très probablement sur des breakouts qui catalyseront non seulement des objectifs de range, c'est-à-dire que derrière, on restera probablement plusieurs mois sous ces targets avant de pouvoir éventuellement les déborder par la suite. C'est-à-dire que là, théoriquement, on est Keblo jusqu'à décembre 2021. Donc, patientez les gars, normalement, il n'y a pas vraiment de gain haussier à l'avenir, c'est-à-dire très peu de rendement à espérer, les risques sont toujours là, maintenant il va falloir jouer avec cet équilibre-là. Ratio risque-rendement comme toujours. Le support est là, autrement dit, le support est là, la limite est là, et on va osciller entre les deux d'une manière pas vraiment aléatoire, mais en tout cas très difficilement prévisible, puisqu'il s'agit d'un range et que je vous apprends à ne pas trop structurer les ranges, autrement que d'utiliser les bons vieux ratios risque-rendement des BILOS habituels. Mais pour pouvoir positionner vos ratios risque-rendement, encore faut-il constituer une résistance. Pour l'instant, c'est ce qu'on cherche à faire.
Allez, on passe à la suite, du coup, pour éviter de perdre mon temps et de revenir toujours dans des considérations interminables. Sortant de Wall Street, donc vous pouvez appliquer évidemment ce schéma-là à tous les autres marchés américains. Sur le DAX, quel est le constat en mensuel? On est en train d'essayer de retester des sommets historiques. On va faire la même chose, d'accord? Donc d'un point de vue lecture cyclique, ici le range, on est déjà largement dedans. Sur le DAX, à savoir donc pour l'instant, ce marché oscille sur des time frames divers et variés, c'est-à-dire ici très probablement on est toujours sur les phases où les excès finaux se sont produits à cette époque-là, où on a bien effectivement ici les tentatives de cassure, les excès, et puis ça s'arrête. C'est-à-dire que là, on voit bien la cassure du cycle ici, là, pof, hop, ça vient casser en trimestriel, terminé. Autrement dit, ici, il y a bien la cassure de cycle, l'excès, qui termine ce cycle-là. Donc ici, même chose, on est sur un marché en range. La structure de ce range est très emmerdante, puisqu'ici, si on zoome sur le time frame inférieur, on voit bien la première structure globale de ce range, 2 vagues de baisse, à laquelle suivent 2 vagues de hausse. La deuxième vague de hausse est toujours en phase de terminaison potentielle. Elle n'est pas encore tout à fait terminée, mais on en voit déjà des signaux de gestion du risque qui limitent considérablement les potentiels haussiers. D'accord? Une fois exit, ça ne veut pas dire on va se reverse, ça veut juste dire que ce n'est pas vraiment le moment de se mettre en place pour suivre ce genre de mouvement. Il y a très peu de rendement à espérer d'un point de vue technique. Donc ça ferait théoriquement un deuxième coup en haut à terminer bientôt. Alors est-ce que oui ou non on va déborder le sommet historique du DAX? C'est un petit peu, j'ai envie de dire, la thématique là à court terme. La clôture hebdomadaire en l'état serait donc un avalement baissier avec une grosse mèche haute, mais toujours quand même une petite mèche basse, et donc un signalement en surachat qui ne viendrait que renforcer le sentiment d'excès sur ces marchés. Toujours au sein d'un range, hein. Généralement quand on surachète dans un range, c'est là qu'on trouve la borne. Là, d'un point de vue cyclique, on a déjà réalisé les cassures de cycle, donc théoriquement, il n'y a plus grand-chose à espérer, puisque dans un range, rappelez-vous, les cassures de cycle forment des limitations immédiates sur le prix. On ne déborde pas les targets de range dans un range. Elles ne servent qu'à créer de faux espoirs et de fausses accélérations qui sont généralement renversées et qui permettent même d'ailleurs de spéculer sur les différentes bornes de ce range. Donc, 2 coups en bas, 2 coups en haut, c'est emmerdant parce que ça colle généralement à des schémas de range relativement complexes. Alors on ne peut pas dire avec certitude ce sera ça ou ce sera ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est que normalement ça a plus de chances de taper 2 coups dans le sud, et ça peut prendre plusieurs formes. Soit la forme triangulaire rectangle, c'est-à-dire ça peut être celle-là, dans le scénario le plus haussier, où on vient former 3 résistances consécutives et 3 supports ascendants. C'est une des options haussières du marché, où on continue donc, comme on l'a dit, de digérer au sein des prochaines années avant de pouvoir retrouver un afflux haussier en lien avec la macroéconomie. Option numéro 2, c'est un pur range à con, et dans ce cas-là, on fait un double top à laquelle suivra un double bottom. Et dans ce cas-là, on reviendra trader les mêmes zones de prix que celles qu'on tradait début 2019. Autrement dit, effacement intégral de l'année 2020. L'autre option qui est un peu plus emmerdante, c'est le double top. C'est de dire, on arrive ici, et au moment d'arriver sur la structure de support, pas de support, et extension du range par le sud. Là, autrement dit, c'est dégradation macroéconomique, et dans ce cas-là, on prendra ce range qu'on pourra écarter. Tout ceci, encore une fois, ne sont que les structures théoriques d'un range, c'est-à-dire les structures les plus probables qu'on peut avoir dans des contextes qui ressemblent à ce qu'on a actuellement. Il y a encore d'autres options, dans lesquelles tout simplement ce schéma-là se poursuit, dans ce qu'on appelle les ranges étendus, c'est-à-dire dans ce cas-là, on ira viser 127, 138 en zone résistante ici, pour trouver et former une résistance à laquelle suivra un schéma de baisse en 5 vagues, qui sera soit comme ça, ce qu'on appelle alors, attendez, je vais redézoomer en mensuel, comme ça vous verrez bien le truc. Hop. Soit on se fait le fameux comme ça, là, c'est-à-dire... Donc là, la première phase du range en 2 vagues de hausse ici, mais qui débordent le sommet précédent. Et la troisième fait donc ce qu'on appelle le range dynamique, avec une vague relativement sensible en termes d'amplitude par rapport à la première. La deuxième option, c'est la vague ultra volatile qui va casser le support et qui ressemble plus donc à un truc comme ça. Et là, on fait le fameux extended flat, c'est-à-dire l'horreur. Le truc où on casse les résistances et on vient casser les supports derrière. C'est un peu la machine à laver de la gestion du risque. Tout ça, encore une fois, ça dépend majoritairement de la macro. Ça, c'est l'explication que je vous faisais avant. Donc voilà, pour donner un peu de sens à tout ça, je pense que les mouvements techniques seront vraiment conditionnés et les structures de ces ranges seront conditionnées par des mouvements qui vous dépassent complètement, qui sont donc des mouvements macro et par définition imprévisibles.
On continue. Donc, on sort du DAX. On ne peut pas faire grand-chose si ce n'est attendre de voir si une borne se forme ici pour nous donner la structure du range. Mais je pense que dans tous les cas ici, il n'y a pas réellement de structure tendancielle à espérer de ces actifs, qui sont donc pour ma part dans des contextes toujours de range. De range de très long terme, des ranges mensuels et hebdomadaires. Donc il faut être extrêmement patient puisque les ranges sont par définition les structures les plus imprévisibles de marché en ce qui concerne la gestion du risque, raison pour laquelle pour l'instant c'est franchement la merde dans la gestion du risque tant qu'on ne peut pas donner des bornes à ces ranges. Je pense qu'on sera beaucoup plus tranquille une fois que ces bornes auront été trouvées, si elles doivent être trouvées, raison pour laquelle pour l'instant je pense qu'il faut toujours beaucoup de patience dans ces structures de range, de par l'amplitude des timings qui sont mis en jeu. On est vraiment à faire à des choses mensuelles, au minimum hebdomadaires, donc ça nécessite de toute façon des clôtures hebdomadaires, et une clôture hebdomadaire prend une semaine. Allez, on quitte les indices, on va regarder d'autres indices. On regarde le Nikkei mensuel, ok, donc là, on a bien clairement affaire à un range. La borne ici est très probablement déjà marquée, puisque là, de toute façon, on a affaire non pas à des valeurs historiques, mais à des valorisations qu'on peut placer par rapport à l'historique, donc c'est cool. Ici, on a des choses à faire. Même chose, on voit bien la même cassure de cycle qui traduit pour moi toujours la même chose. C'est vraiment cette fin de cycle et ces phases d'excès. Donc je maintiens pour moi toujours pareil sur des UT moyen long terme. Je pense qu'on est vraiment sur les phases d'excès finaux, c'est-à-dire plus réellement de potentiel haussier à envisager, mais plutôt donc des structures de temporisation avant de retrouver, avec un peu de chance, des mouvements acheteurs. Donc toujours la même conclusion ici, on pourrait dire ce qu'on veut, là la seule chose qu'on peut attendre c'est de digérer toujours pareil entre ce support et cette résistance majeure qui a été créée et pour l'instant largement validée sur le côté japonais. Donc tant qu'il n'y a pas de remise en question de ce sommet à 25 000, enfin 24 500, très probablement, en phase de gestion du risque, on est plutôt sur une structure de range, et on voit bien ici que l'oscillation de ce range est plutôt sur la phase où on recherche des ventes. Donc, toujours pareil, en recherche de sommets sur des ranges, dont les structures restent relativement pernicieuses parce que range, et que chaque marché va y réagir différemment selon ses propres gestions du risque. Ici, si on devait étudier un petit peu la structure de ce range, c'est un peu la même chose. On voit bien les deux coups au sud très brutaux ici, auxquels suivent deux coups au nord suivis par une petite structure de conso intermédiaire. Quand je dis petite, elle est quand même costaud. Donc ici, pour moi, en termes de structure de range, encore une fois, ici, on fait quelque chose de quand même très chiant dans la gestion du risque, qui revient à dire essayer de donner une structure au cas où. Le range est par définition le simple truc qui veut dire on est obligé d'attendre et on va un peu gérer la liquidité comme ça arrive. Donc c'est pas les meilleurs contextes spéculatifs, c'est clair et net, mais on va essayer de se démerder dans la soupe. Donc deux coups en bas, deux coups en haut, même chose, ici ça semblerait non seulement donc pas prédire le coup de l'ABC, mais plutôt le coup soit d'un triangle, c'est-à-dire ici on comprime encore et on forme une structure comme ça. D'accord ? C'est le cas classique de l'hésitation par pure définition. En gros, on sait tellement plus où l'économie va, mais c'est pas nécessairement la merde, que du coup, on digère à plat. Il y a toujours l'option du ça se passe beaucoup moins bien que prévu, et donc là, même chose, double top. Et là, on casse le bottom derrière et on vient rechercher sans aucun problème l'extension du range vers les supports précédents. Mais je vois peu de chances qu'on casse ces supports derrière. Ça, c'est le scénario effectivement un peu plus de dégradation et on prend beaucoup plus de recul par rapport à la structure de l'économie et des trucs comme ça. Mais pour ça, ça nécessite clairement que l'économie ralentisse et pas juste d'avoir des signaux de ralentissement, qui est le cas de ce qu'on a actuellement. Donc ça demandera un petit peu plus. D'un point de vue FTSE, que je ne mélange pas les boutons, d'un point de vue FTSE, on est un petit peu sur la même chose, on prend le mensuel, toujours pareil. Ici, pas de cassure de cycle. Donc là, attention sur le FTSE. Le problème du FTSE, c'est que là, d'un point de vue purement cyclique, on n'est pas tout à fait dans des accélérations. Mais on retrouve bien le même schéma que sur les indices, les autres indices, qui revient à dire on a quand même ce schéma en 5 impulsions. Maintenant, ici, le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'overlap. C'est-à-dire que là, ici, on est rentré dans la vague précédente. Donc ça, on ne peut pas vraiment appeler ça une structure de tendance, dans le sens où normalement la tendance, elle ne doit pas revenir et rentrer dans la vague, il n'y a pas d'overlap. Donc ici, il n'y a pas vraiment de structure de tendance. Donc le FTSE semble pour l'instant toujours dans une structure lui-même de range. C'est-à-dire qu'il n'a même pas réussi au sein du cycle économique à installer un sentiment de tendance. Maintenant, on a quand même une appréciation de la valeur. On a démarré, on va dire, vers 4000. On est aujourd'hui à 7006. Mais comparé aux autres indices, c'est franchement peanuts. C'est-à-dire c'est quand même minable. Donc, voilà au stade où on en est, là où le S&P 500 s'est quand même offert des sacrées hausses, là ici on arrive péniblement à faire x2. Et on n'y est même pas. Voilà.
Donc le FTSE, ça reste le faiblard, le plus faible de tous. D'un point de vue cyclique, là on est quand même très emmerdé puisque le cycle mensuel est plutôt sur un cycle vendeur, le cycle trimestriel est plutôt sur une oscillation acheteuse. Donc là, on est emmerdé. Donc j'ai plutôt envie de dire le FTSE malheureusement ou heureusement, c'est le plus compliqué à lire, mais c'est probablement celui qui suivra ses potes. En tout cas ici, j'ai l'impression que sa lecture à lui et sa gestion du risque ne se fait pas en mensuel. Donc déjà ici, la première chose que je noterai, c'est que c'est déjà différent par rapport à ses collègues. Et lui, il va falloir le traiter de manière spécifique. Dans le cas où, dans toute façon, sa structure globale n'est pas tendancielle, en tout cas pas comme le pu l'être les autres actifs boursiers, et en tout cas les autres indices boursiers. Celui-ci a déjà réussi effectivement, comme ses potes, à péter ses supports en fin d'année 2018, début d'année 2019, et pour l'instant, toujours en échec d'installation d'un nouveau sommet. D'un point de vue cyclique, comme on l'a dit, il faut faire très attention, puisque donc d'un point de vue mensuel, on est pour l'instant... Alors attendez, ça c'est un truc que j'ai vu l'autre jour, et ça me gonfle. Alors, il y a un truc qui me choque. Ouais, c'est ça, c'est que sur certains actifs, le cycle n'a rien à voir. Il y a quelques petites erreurs là, mais bon, il faudrait que je fasse une petite investigation de tout ça. Donc par défaut, on va toujours croire celui-là, parce que c'est celui-là qui n'est pas en multi-time frame, mais j'ai vu qu'il y avait un problème sur la gestion multi-time frame, et spécifiquement là, entre ces time frames hebdomadaires et mensuels, tout simplement parce que les points de synchronisation ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que comme ici ce sont des bougies et qui ne se terminent pas forcément sur la date, vous voyez par exemple celle-là, bon là en l'occurrence c'était plutôt propre, vous voyez, mais là par exemple celle de juin commencera que le 3 juin, alors que la bougie mensuelle elle va effectivement prendre les clôtures du 1er juin. Donc effectivement ça crée des petits décalages très inconfortables, qu'on soit bien d'accord. Mais il faut bien comprendre voilà, que les points de vue hebdomadaires, alors pardon je dis des bêtises, voilà, c'est de dire ici par exemple la clôture hebdo elle s'est fait le 28 octobre alors qu'au final on a tapé jusqu'au 31 octobre du coup sur le mensuel. C'est ce qui explique en fait ces petites disparités que vous pouvez avoir. Et le problème qu'on a, que cette courbe là, qui est supposée être la même que celle-là, que celle qui est ici en tiré, n'est pas exactement la même. Elles sont normalement relativement proches, mais ici la méthodologie de calcul ne peut pas être appliquée parce que la source de la donnée n'est pas synchronisée. Donc, tout simplement, les fins de semaine ne sont pas nécessairement les fins de mois. Ce qui ne sera pas le cas sur les unités inférieures, puisque ce sera nécessairement, par exemple, des clôtures 4 heures qui conditionneront la clôture d'une bougie daily. Donc, ces problèmes-là, on va les voir sur les UT hebdo et mensuels. Ça, comme ça, au moins, vous en êtes au courant et vous connaissez la cause du problème. Donc, ici, c'est malheureusement un truc sur lequel je vais avoir du mal à agir. Donc, comme on l'a dit, nos cycles mensuels sont pour l'instant toujours dans un cycle plutôt baissier. Et nos cycles hebdomadaires réalisent des cassures. Donc là, on a dernièrement, la dernière action de trading, c'est une cassure haussière de cycle hebdomadaire, qui se voit bien ici avec une belle bougie impulsive. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça veut dire FTSE nous a fait une vague de hausse et va nous entamer la deuxième et il va rattraper ses potes? Tout à fait possible. En tout cas, c'est une option totalement jouable. Moi, c'est ce que, pour l'instant, j'essaierai de favoriser. C'est-à-dire, le FTSE ne me paraît pas être l'actif le plus shorté et le plus shortable. Dans le sens où il y a quand même le risque que, comme ces poteaux, ils suivent la direction du sud, une fois que les autres auront trouvé éventuellement leur bonne haussière de range, je dirais que le FTSE, pour l'instant, ce n'est pas l'actif le plus simple à spéculer. Et sur cette UT hebdomadaire, je ne vois pas de gestion du risque, on n'est pas sur des zones où on peut trader, et en mensuel, comme on l'a dit, on n'a pas vraiment de planète qui s'aligne. Donc je dirais FTSE pour l'instant, moi je le laisserai en suspens. Je dis ça, je ne sais même pas si j'ai encore des ventes de ce truc-là. Je ne crois pas. Je vais aller vérifier quand même. Ah, pardon, effectivement, ça faisait bien du coup de vérifier. Donc non, il n'y a plus de FTSE en portefeuille, la position a été débouclée sur son break-even, c'était un trade qui avait été pris par là. Donc terminé, plus de FTSE en portefeuille. Et je ne vois pas l'occasion là, en tout cas pas sur les UT que j'ai en face de mes yeux, de reprendre un trade sur ces unités de temps-là. Pour l'instant, il n'y a aucune gestion du risque, qu'elle soit cyclique. La seule chose qu'on pourrait noter, c'est donc pour l'instant cette cassure de cycle qui pourrait nous conduire ici vers la recherche d'un débordement éventuellement de ce truc-là. En tout cas, d'un point de vue gestion du risque, tant qu'on ne reprend pas la zone de breakout, tant qu'on ne repasse pas sous du 7350, je dirais, il y a de fortes chances par contre qu'on cherche à s'apprécier. Ici, la limitation de celui-là de breakout, elle n'est pas franchement extrêmement forte. Donc ici, il y a de fortes chances que ça puisse poursuivre. Donc attention, FTSE, c'est peut-être pas si bear que ça.
Maintenant, on maintient quand même le contexte global qui est de dire, attention, le FTSE, même si pour l'instant il a une structure un petit peu plus différente que ses potes, il est quand même fort probable qu'en cas de ralentissement global de l'économie mondiale, en tout cas surtout de ralentissement des Américains qui sont les derniers à tirer du gland, on pourra peut-être évidemment voir le FTSE revenir invalider son breakout. Mais d'un point de vue technique, pour l'instant, tant que on reste sous cette dynamique-là, ça a plutôt l'impression que ça va nous tirer vers des nouveaux sommets historiques sur le FTSE. En tout cas, celui-là, je note bien qu'il y a une gestion du risque qui lui est propre. Et ça montre bien effectivement, de toute façon, ce destin un peu seul qu'on a pour l'instant sur l'économie britannique. Donc attention, parce que là-dedans, il y a aussi un problème avec la devise. C'est-à-dire que si le GBP s'apprécie fortement, comme la plupart des actifs qui composent le FTSE réalisent leurs profits à l'étranger, ça peut avoir un impact sur tout simplement les résultats des entreprises qui vont devoir rapatrier ces bénéfices en livres. Et si la livre est forte, ça veut donc dire, je sais pas, vous réalisez 20 dollars de profit à l'étranger en dollars, vous les rapatriez en livres. Si GBP USD est 2 fois plus gros que ce qu'il était il y a un an, vous récupérez du coup plus que 10 dollars en valeur relative en rechangeant la devise. Donc attention, puisque évidemment ce qu'on price derrière, c'est le bénéfice de l'action et de l'entreprise en livres par rapport à ses résultats passés. Donc attention à l'effet de devise là-dedans. Je pense d'ailleurs que c'est là que se cache le loup sur la partie FTSE. Mais on reviendra dessus en temps et en heure. Côté japonais, côté chinois, Japon on l'a fait, c'est toujours le même problème. Donc là, plutôt sous des phases de résistance. Donc comme tous les indices, on recherche à s'apprécier. Ici, même chose, des cassures de cycle qui se mettent en place. On voit bien les franchissements de résistance. Est-ce que ce sont des cassures de range? J'ai très sincèrement l'impression que oui. Mais on ne peut pas savoir encore pour l'instant avec certitude. Comme je dis, on voit ces breakouts sur beaucoup d'actifs, donc des tentatives d'accélération, sauf que, comme ça se produit dans des contextes cycliques peu favorables à des appréciations tendancielles, ça pue le range. Voilà. Donc il y a de fortes chances qu'ici on ait affaire aux mêmes fausses cassures que celles qu'on voit sur d'autres indices. Donc pour l'instant, toujours prudence et ne suivez pas, enfin en tout cas d'un point de vue gestion du risque, il ne me semble pas intéressant de suivre les cassures haussières de ces actifs. Mais plus de rechercher des bornes de range sur ces différentes tentatives d'accélération. Côté Hang Seng, qui est un autre indice chinois, donc toujours pareil, regardez ce que ça pondère à l'intérieur. Donc là, ici, l'image est relativement différente, mais un petit peu la même chose, toujours ici, donc des structures, on est en mensuel, donc des structures de consolidation. Ici, on n'est pas dans l'euphorie américaine habituelle. Un débordement de contexte ici, avec donc un signal plutôt inquiétant, plutôt toujours vendeur, qui devrait théoriquement nous conduire plutôt vers les parties support. En tout cas ici la gestion du risque elle est pour l'instant hésitante puisque toujours pas de cassure des contextes de tendance, donc on n'arrive toujours pas à casser les contextes hebdomadaires, c'est ça que ça veut dire. Mais attention, si ça se produit, c'est tout de suite retour vers les contextes mensuels et là ça nous amène beaucoup plus bas. Autrement dit, on est toujours dans des structures relativement hésitantes ici. On peut éventuellement être dans une phase d'accumulation, c'est-à-dire accumulation ici en vue d'une sortie haussière. Mais alors là, dans ce cas-là, si sortie haussière est faite, vu la durée de l'accumulation, c'est-à-dire autrement dit, tout le cycle 2008 n'aura été qu'une accumulation sur les valorisations chinoises en vue d'une très forte appréciation derrière. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. D'un point de vue cyclique, ça me paraît toujours peu probable puisque normalement, une accumulation cherche à casser les cycles. Donc ici, la probabilité d'un marché haussier, ce serait donc de retourner au contexte, d'accumuler et de réaliser une cassure de cycle haussière. Donc là, vu les unités de temps auxquelles on parle, dans tous les cas, il n'y a pas de réelle capacité d'appréciation tendancielle, en tout cas en ce qui concerne la lecture technique du Hang Seng, avant un bon moment. Donc pour l'instant, toujours pareil, je vois des potentiels relativement limités au nord, mais pas nécessairement d'énormes risques baissiers. On arrive vraiment, si on fait une agglomération de tous ces processus indiciels, toujours à cette même conclusion, c'est du range, c'est bruyant, c'est lié à des facteurs externes, toujours probablement pour ma part liés à des facteurs externes macroéconomiques et économiques, donc des choses qu'on ne contrôle pas vraiment et qui semblent relativement complexes et qui corrobore de toute façon ces signaux de range, c'est-à-dire que effectivement dans l'indécision dans laquelle je pense qu'on est, on devrait théoriquement voir ces fameux ranges. Pour l'instant donc, on est dans la partie optimiste de ces ranges, la partie supérieure, en train d'essayer de trouver différentes bornes haussières. Certains marchés ont des valeurs historiques sur lesquelles on peut travailler, comme ici par exemple la partie haute de ce triangle,
qui est très technique, qu'on peut voir éventuellement ici, même chose, hein, la même structure au triangle. Au Japon, ça pourrait être tout simplement ici le plafonnement à la suite de ces cassures de résistance. On pourrait tenter de revenir tester une dernière fois le niveau et échouer, et déclarer enfin le fameux sommet de range ici. Sur le FTSE, on a vu que c'était très difficile à lire. Sur le Dow Jones, on voit bien ici les cassures cycliques très propres, comme celles du Nasdaq et du S&P 500, qui traduisent donc pour l'instant des très probables excès de marché, donc des structures d'excès finaux, au sein de tendances majeures qui restent pourtant relativement intéressantes. Donc plutôt des pullbacks du T mensuel que réellement des cataclysmes financiers et paniques boursières, comme certains pensent parfois. En tout cas, moi, d'un point de vue technique, c'est vraiment ça que j'ai. Et que je défends d'ailleurs depuis plusieurs mois, parfois éventuellement avec un manque de tact cruel et on va dire des paraboles et des parallèles plutôt subjectives, mais la réalité technique, encore une fois, est toujours pareille. Je m'appuie avant tout sur la lecture technique de mes marchés, mais effectivement, comme là on parle de scénario mensuel, ça prend énormément de temps, et ces simples cassures mensuelles qu'on a eues ici, elles nous prennent déjà un temps fou. Et on aurait très bien pu se contenter de cassures hebdomadaires. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Je ne regrette toujours pas les scénarios et les biais techniques qui ont été mis en place l'année dernière. Simplement, l'année dernière, c'était de mettre en place des ruptures sur des excès hebdomadaires. On le fait, mais on ne normalise pas ces excès hebdomadaires. À la différence, on en crée des excès mensuels. Mais c'est aussi tout le risque de s'attaquer à des fins de tendance haussière, en tout cas des mouvements probables de range en temporisation de tendance haussière. Ça reste que le fond reste quand même une tendance haussière et que dans ce cas-là, se mettre contre ces mouvements reste relativement risqué et compliqué. Raison pour laquelle on ne vend pas à la fin du monde et on ne vend surtout que spéculativement et avec un peu d'expérience, et il faut accepter les erreurs. C'est la base claire de ces types de contextes si vous essayez de vous y risquer. Effectivement, j'ai essayé dans tous les cas de distiller ces avertissements tout au long de l'année. Mais parfois, c'est pas entendu ou c'est mal compris. C'est pourtant vraiment essentiel que vous compreniez ça. Je ne pense pas nécessairement qu'on soit sur des signaux de retournement forts, mais peu de probabilité de trouver des appréciations haussières à l'avenir sur les UT mensuels, donc probablement plus des temporisations des ranges. D'un point de vue autre actif, je finirai par les cryptos comme d'hab, mais je pense que très probablement il y en a qui dans la marge ou dans les commentaires vous mettront le timestamp pour aller directement au crypto s'il n'y a que ça qui vous intéresse. D'un point de vue VIX, alors bon là, toujours pareil, je vous ai quand même fait un pamphlet de quasiment 1h30 sur les problèmes sur le VIX, donc je ne vais pas aller très très loin d'un point de vue technique. Pour moi, ça ne veut rien dire le VIX, donc on ne va même pas regarder. Ça me paraît totalement inintéressant, dans le sens où ça ne respecte aucun schéma technique logique, et de toute façon, on ne peut pas théoriquement utiliser la lecture des indicateurs sur cet outil qui est donc un produit dérivé de nos indices S&P 500. Aller s'amuser à le faire sur le VVIX, ce serait encore plus con sur des UT mensuels, donc je ne vais pas m'amuser à faire ce genre de truc. Donc tout ce qui est partie volatilité, ramené à l'émission précédente, même si, je suis désolé, c'est vraiment 1 heure de blabla pour en arriver à la conclusion simple qu'il y a un énorme problème sur la volatilité et que ça peut créer des crises financières, mais qu'on n'en a pas la certitude, parce qu'il reste quand même un fort soutien haussier de l'économie et des signaux techniques, ce dont on parlait avant. Ça sent plus le range, mais ça risque d'être un des catalyseurs baissiers d'un retour vers la borne basse du range si on a des chocs sur la volatilité. D'un point de vue junk bond, là pour moi toujours pareil, on est vraiment sur des choses relativement problématiques, mais on va essayer donc de faire le point. Ici d'un point de vue mensuel, on voit bien qu'on vient de terminer un cycle haussier. Pour l'instant, on n'a pas de réaction du prix, c'est-à-dire attention, on a des bougies haussières dans ce qui devrait normalement être un cycle vendeur. Donc attention, ça sent les cassures. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici il y avait déjà une cassure baissière, ce qu'elle avait déclenché cette fin de cycle, cette target de range qui a donc bloqué les prix. Attention, ça nous met donc très rapidement derrière la target de range opposée. Ça veut donc dire qu'ici, quoi qu'il arrive, mensuel égale range égale peu de probabilité de franchir cette résistance, de très fortes chances tout simplement d'avoir ici un marché qui crée des supports ascendants, des résistances descendantes. Donc pour ma part, ici, plus on se rapproche de ces zones résistantes, plus on va avoir énormément de mal à trouver des acheteurs sur ces contextes-là. On arrive dans les contextes vendeurs cette année sur les junk bonds, donc on va dire la dette corporate mal notée, dans ce qui s'apparente très probablement comme un range mature
à l'aube d'un cycle mensuel baissier. Donc pour moi ici, les risques restent considérablement orientés à la vente plus qu'à l'achat. Donc, toujours pareil, ça peut également venir de là. On a parlé des problèmes sur la volatilité, ça peut évidemment venir de la dette corporate qui pourrait trouver au sein des prochains mois un sommet de range toujours inférieur au précédent et éventuellement à terme se diriger au sein du prochain cycle vendeur vers éventuellement une sortie baissière. En tout cas, pour l'instant, le cycle resterait en faveur de mouvements plutôt vendeurs. Le cycle trimestriel ici, on est un peu plus emmerdé puisqu'effectivement, on serait théoriquement pour l'instant toujours à la recherche d'un cycle en hebdo, enfin en trimestriel, avec le fait que si on descend, si on chute, c'est-à-dire si les cycles mensuels emportent le cycle trimestriel, on va très probablement vers une cassure de cycle trimestriel. Voilà ce que ça veut dire. D'un point de vue purement technique, ça veut dire que très probablement ici on va vers des cassures techniques. Et pour ma part, je pense donc tout simplement essayer de sortir de ces triangles en trimestriel. Pardon, je me trompe de bouton, essayer de vous donner la vue trimestrielle. Voilà, d'un point de vue trimestriel, ici, on se dirigerait vers une cassure de cycle. Hop, que je retrouve mes petites flèches. Si cassure de cycle il y a, très probablement, hein, on ira reporter cette amplitude ici. Je pense qu'on reste de toute façon dans des ranges, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'imaginer qu'une tendance baissière sur les junks va se mettre en place, mais par contre qu'une cassure de cycle relativement classique qui revient à casser ce support et reporter l'amplitude précédente. Alors normalement on devrait prendre que ces clôtures-là, donc voir la clôture la plus haute qu'on va faire ici. D'accord. Et très probablement, pardon, je vais essayer d'illustrer ça. Donc la zone de breakout, ce serait ça. L'amplitude à reporter, ce serait la plus haute clôture trimestrielle. Et tac, tac. Voilà. Donc ça nous mène toujours vers, pour moi, les zones target, à savoir, on dérouille un petit peu sur les junk bonds, mais pas nécessairement une fin du monde derrière. On revient juste sur des niveaux un peu crispants qu'on avait connus pendant le crack de 2008. Donc toujours pareil, je pense qu'on risque de raviver des blessures, mais pas nécessairement de repisser le sang comme en 2008. Je pense qu'on va chercher à se faire un petit peu peur sur la dette corporate parce qu'il y a quand même des irrégularités et certains problèmes sur la façon dont sont pricés certains junk bonds, mais je n'ai pas l'impression qu'on aille véritablement là non plus vers un cataclysme de crédit comparable à ce qu'on avait en 2008. Autrement dit, on risque de rester dans ces zones très peu de temps, pour faire simple. Mais techniquement parlant, il y a quand même de fortes probabilités pour qu'on y aille. L'autre probabilité, c'est la sortie haussière du triangle, mais ça, pour ma part, ça ne peut, à mon avis, se faire que par un contexte macroéconomique extrêmement favorable, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Les boons, ça fait un moment que je regarde plus trop, mais on va quand même jeter un œil, parce que c'est pas pour autant que, voilà. Donc, d'un point de vue mensuel, ici, on va se remettre en mensuel. Donc toujours pour ma part les excès qui ont été faits au courant de l'année, relativement brutaux, puisque ici même chose, on vient chercher des cassures de cycle. Ici on ne voit pas la détection du breakout, ce qui est relativement spécial parce que dans ces contextes-là on aurait dû le voir. Donc là il y a carrément une très belle cassure de cycle. Je vais essayer de retrouver le marqueur. Alors là j'avoue que je comprends, même moi là je ne comprends pas pourquoi le breakout n'a pas été détecté. On a des belles bougies. Il faut que j'aille investiguer, hein, ça c'est les contre-mesures de sécurité de l'algo, mais ici ça n'a pas dû passer à très peu de choses près. On voit clairement bien ici le fait que l'algo se plante. Ici il a supprimé un signal de breakout, probablement à cause d'une sécurité un petit peu trop tendue. Mais ici, clairement, il y a une belle grosse cassure de cycle, très propre. Donc là, théoriquement, toujours le même jeu. Hein. On reporte l'amplitude de la dernière clôture avec au minimum 6 bougies. Et là, ça nous donnait théoriquement une target à peu près par là. Et donc là, débordement des contextes, target typique de fin de tendance, égale ici, on est sur du exit. On est bien sur des fins de cycle haussiers relativement probable, en tout cas, sur cette structure de hausse des contrats de taux sur l'ensemble du cycle économique, puisque si on prend sur un cycle économique, ici on est donc probablement arrivé à une phase où en tout cas il est très peu probable que ces tendances se poursuivent longtemps. Donc plutôt on est arrivé au bout du système de taux sur la partie européenne, mais ça j'ai l'impression que je ne vous apprends pas grand-chose. En tout cas on a déjà traité ces contrats de taux et leur contexte. Donc pour ma part, le travail est fait. Il suffit juste pour l'instant de dire ces contrats de taux à terme, et donc probablement donc les taux à 10 ans, ont de très fortes chances d'avoir fait un bottom de très long terme, puisque je pense qu'ici on va même au-delà de la tendance qui a été exprimée en cours du dernier cycle économique qui avait démarré ici. Je pense très simplement qu'ici on est à la fin d'un schéma majeur et excessif de baisse de taux. Donc encore une fois, pour moi, le problème ici, c'est des risques déflationnistes. Alors,
Je n'ai pas dit que c'était obligatoire, j'ai juste dit qu'on allait avoir des risques déflationnistes. En tout cas, ces mots-là, je pense, au sein des prochaines années. Mais là, on parle donc de cycle économique en intégralité. Donc, quand on aura trouvé le bottom ici, je pense qu'il y a très peu de probabilité qu'on aille beaucoup plus loin. Mais ça ne veut pas dire immédiatement un retournement. Si ça se produit, on risque de voir ressurgir donc ces risques-là. Quel est le risque déflationniste? C'est tout simplement si on a des hausses de taux dans un marché baissier. Je pense encore une fois que le marché ne devrait pas être baissier, mais par contre, on peut très bien avoir également un marché action haussier et des taux qui remontent. Mais dans ce cas-là, il faut une croissance solide, hein, puisque là, dans ce cas-là, on ne pourra pas financer par de l'inflation. Donc il faut bien, encore une fois, faire très très attention. Les contextes macroéconomiques peuvent fondamentalement changer de manière très brutale au sein des prochains cycles économiques, tout simplement parce qu'on peut être à la fin de macro-cycles d'accumulation de crédit, et ça, il faut faire très attention, ce ne sont pas des systèmes sans fin. On a affaire ici à des cycles de beaucoup plus long terme qui s'échouent bien au-delà donc de 1980 et compagnie, dans lesquels il faut relativement faire attention puisque quand ces cycles s'inversent, on peut avoir de très courts mais très brutaux cycles déflationnistes qui voient des explosions sur les taux relativement sensibles. Donc attention toujours au risque crédit sur la zone européenne. Maintenant, tant qu'il y a de la production économique, il n'y a pas raison de s'inquiéter outre mesure. Et comme on l'a dit, je ne vois pas de vrai risque sur la croissance à durabilité. Maintenant, attention, les risques peuvent se voir sur les marchés financiers. Les marchés financiers peuvent aussi complètement se planter. Et s'ils se plantent et qu'on a effectivement des vrais risques sur la croissance doublés de risques de recadrage du crédit, là, ça peut faire très, très, très mal. Et là, par contre, c'est extrêmement déflationniste. On fera peut-être évidemment un cours là-dessus, mais je ne vais pas me reperdre, encore une fois, sur des notions un peu plus subjectives. On parlera de ça en temps et en heure si c'est vraiment nécessaire. Sur les taux à 10 ans US, pour moi le problème c'est toujours la même chose là, hein, on est vraiment en train de plafonner, je doute que l'économie américaine puisse encaisser des taux en dessous d'un 50. Le risque ici évidemment c'est tout simplement que malgré tout et malgré la politique accommodante, les taux se renormalisent aux États-Unis, peut-être sur une crispation des junk bonds. Pour moi un niveau d'équilibre se situe plutôt proche de cette zone entre 4 et 5% aux États-Unis et la formation donc d'un creux majeur, ou en tout cas pour l'instant je pense qu'on a très peu de chances de sortir de cette zone. Donc on peut très bien accumuler, hein. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va très rapidement switcher vers la zone 4-5, ça veut juste dire tant qu'il n'y a pas de forte appréciation sur le crédit, il y a très peu de chances qu'on arrive à tenir des zones avec un crédit beaucoup plus faible aux États-Unis et des taux beaucoup plus faibles, en tout cas sur les relatives à 10 ans. Ici, on est bien donc en fin de cycle conjugué, en trimestriel et en mensuel, sur des bougies survendues. Donc théoriquement, ici quand même très fortement, la forte probabilité qu'on ait trouvé un plancher, là aussi, sur les taux. D'un point de vue courbe de taux, puisque là on parle bien d'une anomalie de taux, si on regarde toujours notre 10 ans 3 mois qui s'est inversé, tout comme ça avait été le cas en 2000 et en 2008, on est toujours dans le même cycle de repentification de ces taux, à savoir pour l'instant ça reste un facteur très inquiétant pour le cas où c'est cumulé à une baisse de marché, c'est-à-dire que pour l'instant, si la baisse de marché ne reste qu'une baisse de type range, c'est-à-dire une consolidation et non pas un bear market à proprement parler, qui est une vraie tendance baissière, si on est simplement sur une consolidation des mouvements haussiers qu'on a mis en place depuis 2009, je pense qu'il n'y a pas réellement d'inquiétude, mais je pense que ça peut cristalliser des inquiétudes irrationnelles, c'est-à-dire accélérer certains mouvements baissiers, créer de la volatilité. Donc, le risque pour moi sur les années, c'est toujours de conjuguer différents éléments qui peuvent être des facteurs d'accentuation des risques, ce dont on a déjà parlé, le VIX, les taux et le fait qu'on a tiré très fort sur des marqueurs à la fois de crédit et de faible volatilité et qu'on peut très bien se retrouver avec malheureusement un alignement des planètes dans l'autre sens qui pourrait nous ramener très brutalement vers les autres bornes de range. Est-ce que pour l'instant, ça va créer non seulement des cataclysmes économiques? Je pense que pour l'instant, c'est peu probable. Sauf si, effectivement, on rentre dans de vraies récessions durables avec des schémas déflationnistes en arrière-plan, ce qui reste quand même relativement peu probable. En tout cas, pour l'instant, il ne faut quand même pas anticiper ce type de scénario qui me paraissent un petit peu trop noirs. Si on se rapproche de ça, éventuellement, je vous en parlerai en temps et en heure. Pour l'instant, voilà, je veux dire, j'ouvre la possibilité, mais il ne faut clairement pas vous jeter dans la gueule du loup. Pour l'instant, ça reste des scénarios très très peu probables en termes de statistiques. Si on va un petit peu plus loin, si on regarde le 10 ans, 2 ans, même chose, ici on est venu chercher la quasi-inversion de la courbe de taux, ça a tenu très peu.
Mais ici, même chose, on est toujours dans un schéma de repentification relativement brutal. Ça traduit toujours un contexte d'environnement sur les taux relativement tendu où, après inversion de la courbe de taux, on a du mal à trouver des capitaux dans une économie qui, elle, par contre, continue toujours de s'endetter à un rythme effréné puisqu'on est toujours en train de se poser la question du prochain relèvement de plafond de la dette aux États-Unis, qui devrait arriver d'ailleurs dans très peu de temps. Donc c'est toujours des thématiques de fond, hein, le relèvement du plafond constant dans des contextes où le crédit et l'attrait de la créance, c'est-à-dire le créancier, la personne qui va octroyer ce crédit, sera beaucoup plus difficile à obtenir que dans les contextes précédents, puisque là on est donc post-inversion de courbe de taux et ça traduit normalement des crispations évidentes chez les créanciers, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus difficile de trouver du crédit, surtout quand il est cadré par la Fed sur des taux entre 1 et 2%, ce qui est quand même relativement faible compte tenu donc du risque que prennent aujourd'hui les créanciers post-inversion de courbe de taux. Alors, les cryptos, je les ferai après, hein, je traiterai plus tard. Gold, donc là, bon, j'ai déjà un peu parlé de ça dans l'autre, mais on va le refaire pour les autres. Donc, même chose ici, les cassures de cycle sont consumées en trimestriel. Attention, ces cassures trimestrielles sont pour moi dans le cadre d'un scénario de range que je mets en place depuis déjà plusieurs années, qui constituait à accumuler du gold sur les différents bottoms ici et ici, et de jouer cette cassure sur laquelle on atteint aujourd'hui les zones d'objectif. Donc attention à ne pas jouer le coup du le gold va forcément s'apprécier. Pour l'instant, le scénario le plus probable reste celui de la formation d'un range. On est bien sur 61% de retracement dans le contexte sur des targets. Ici, le scénario le plus probable, c'est plutôt ça. Donc faites attention, ici le scénario c'est celui du range baissier qui d'un point de vue technique en mensuel est le plus probable. C'est le scénario que je traitais déjà dès depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'on atteint aujourd'hui des objectifs mensuel sur le gold et qu'il est clairement temps aujourd'hui non pas de s'exciter sur le métal jaune mais plutôt de récupérer des bénéfices. Donc pour ma part c'est clairement la thématique de ce début d'année, surveiller les zones de prise de bénéfices qui ont été identifiées sur tous ces petits traits rouges qu'il y a là, sur lesquels il faudra très clairement faire attention aux différents excès. Je pense que là, étant donné la force de la tendance hebdomadaire, je vais vous la montrer. D'accord, donc ici on a bien la phase de breakout sur les tendances daily. Hein. Ici probablement la petite phase de divergence. On est donc ici en train d'essayer de chercher des excès finaux sur les UT daily. Donc dès qu'on aura des signaux de ralentissement en daily, donc de possible fin de tendance, il faudra clairement déclencher les prises de profit proches de ces différentes zones rouges si ces signaux se produisent. Est-ce qu'il faudra nécessairement sortir l'intégralité? Je pense toujours d'un point de vue personnel que non. C'est-à-dire je vais sortir les contrats papier que j'ai sur le gold, je garde toujours probablement une partie de mon capital en or physique dans le pur cas dont on parlait avant, c'est-à-dire des dysfonctionnements monétaires semblables à soit de l'hyperinflation, soit de la déflation, puisque dans ce cas-là, avoir de la valeur refuge physique sont en faible quantité, encore une fois, je ne parle pas d'avoir 30 à 40% de son capital en or, ça c'est complètement stupide. Mais d'en avoir une petite partie pour se prémunir de ces risques. Ça, clairement, par contre, c'est la seule façon de gérer ces risques. Très peu probable, mais il faut toujours le faire. En tout cas, avoir de l'or à cette étape et pour les 2-3 prochaines années, c'est une sécurité absolument nécessaire pour tous ceux qui ont des capitaux supérieurs à 100 et 200 000 euros pour justifier donc une exposition à l'or d'au moins 10% du capital. Ça semble le strict minimum d'avoir 10% d'or aujourd'hui. Enfin, on va dire 5% de strict minimum et entre 15 et 20% grand maximum. Au-delà de ça, c'est de la surprotection pour également et de l'immobilisation de capital dans un scénario relativement noir qui peut se produire et les probabilités sont quand même pas non négligeables, mais elles ne sont pas non plus primordiales. Donc attention à pas trop de surexposition aux actifs risqués, cryptocurrencies comprises. Silver, c'est à peu près la même chose. WTI, waouh, quel merdier, et ça va être très compliqué à gérer avec la news qui est tombée ce matin, puisque donc attention, risque d'escalade militaire des États-Unis sur le Moyen-Orient. Risque, et qu'on soit bien d'accord, pour l'instant et à l'heure actuelle, ça ne reste qu'un risque. Donc attention à ne pas placer trop rapidement vos pions sur l'échiquier, surtout dans le contexte de reprise, du début d'année, faible liquidité. Moi, personnellement, je prends un peu de recul par rapport à cette news du jour. Je vais attendre qu'elle soit un peu plus digérée dans les marchés. Donc, attention, puisque là, dans ce cas-là, le WTI deviendrait probablement un des actifs les plus difficiles à spéculer, puisque dans un contexte de guerre, couplé à la faiblesse dollar dont je vous ai déjà parlé, dont on va reparler après, dans la partie Forex, ça peut devenir l'actif le plus compliqué à traiter
parce que le plus volatile et le plus difficile à percevoir sur la demande, couplé en plus de ça donc au fait que la crise pourrait se crisper surtout sur la partie Moyen-Orient, qui est donc la partie où ça produit le plus. Donc si en plus de ça l'OPEP se met à entre guillemets se désorganiser, là effectivement on peut avoir des schémas très volatiles et donc très difficiles à anticiper, en tout cas à prendre en compte dans des différentes gestions du risque. Autrement dit, ici, ça peut très probablement, très rapidement décoller vers des 100 dollars sans aucun problème s'il y a les catalyseurs adéquats, c'est-à-dire une déstructuration immédiate de la structure offre-demande, c'est-à-dire on se rend compte que la demande est croissante de par des conflits militaires grandissants et en même temps la demande, et l'offre considérablement réduite à cause des différents difficultés d'approvisionnement par rapport au pétrole, et en tout cas celui qui est produit au Moyen-Orient. Donc attention, ça c'est un des contextes qui peut totalement catalyser des mouvements hors gestion du risque et des mouvements purement volatiles qui nous ramèneraient sur des zones de gestion du risque, mais qui se trouvent très loin des prix actuels. Hein. C'est-à-dire que théoriquement, là, si ça peut partir en sucette à la hausse, ça peut être direction 96 très rapidement. Mais le problème, c'est que c'est aussi le genre de mouvement qui peut s'initier et effacer très rapidement 10 à 15 dollars du jour au lendemain. Donc attention, pour moi, je pense qu'ici, ce n'est pas des scénarios dans lesquels on peut réellement profiter d'anticipation spéculative, mais plutôt ici de dire on fait des coups de poker. Donc faites des gestions du risque à court terme si vous voulez vraiment jouer ces mouvements haussiers. Moi personnellement j'ai raté le gold, j'ai raté le WTI toute l'année et j'ai pas vraiment envie de me foutre dedans en retard. Donc pour l'instant je préfère celui-là, le laisser de côté, mais c'est un biais purement personnel. Allez, maintenant on parle des forex. Donc je ne vais pas rentrer dans les devises en elles-mêmes, on va rester sur les indices composites, DXY, GXY et on regardera EXY. Donc d'un point de vue dollar, même si ça a été très long, je maintiens toujours mes scénarios de l'année 2019, hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas planté, c'est juste que c'est d'une indécision la plus criante qui puisse exister, puisqu'on n'a donc rien fait du tout pendant toute l'année 2019. Tout à plat sur le dollar, mais toujours pareil, rejet total des tentatives d'accélération ici, donc ça pue toujours le range à plein nez. On n'a pas réussi à tenir de clôture hors des contextes et on échoue toujours sur des zones entre 61 et 76, donc ici très probablement toujours à privilégier des contextes de range baissier. Donc normalement derrière on va chercher sous les contextes acheteurs et on casse un support, c'est-à-dire qu'on recherche ses objectifs après le débordement d'un support. Donc normalement on devrait techniquement ici déborder d'un point de vue statistique la zone des 89, venir chercher des supports sous les contextes acheteurs en excès, donc très probablement ça montre tout droit ces différentes zones là. Celle-là il faudra faire attention si on vient juste pichenetter ici et qu'on a des signaux de retournement, il faudra faire attention, sinon on va très probablement viser cet autre support là et évidemment la zone essayer, donc on peut tirer jusqu'à la cassure, hein, c'est-à-dire essayer de tirer en excès. Donc ça nous donnera deux zones, hein, celle-là et on va dire celle-là, donc des zones dans lesquelles on surveillera les signaux hebdomadaires. D'accord. Mais pour normalement donc un repli hebdomadaire au sein d'un gros range mensuel que je vais vous illustrer en se remettant en mensuel. Donc normalement ici c'est retour vers le contexte acheteur en mensuel qu'on devrait retrouver au cours de l'année 2020-2021, donc ça peut aussi prendre un petit peu plus de temps, mais normalement toujours donc des baisses à prévoir sur le dollar. Ça, attention à ne pas vendre trop de dollars. Le dollar ici se retrouve sur des supports relativement forts de long terme et je le vois difficilement les casser. À savoir, pour moi ce marché il fait juste une consolidation en typique ABC et normalement derrière on repart sur un dollar relativement fort, leader économique, tout ce que vous voulez, mais attention donc à ne pas survendre le dollar. Maintenant pour l'instant c'est clairement pas le moment de miser sur lui à l'achat, il est plutôt sur des bornes de range dans des phases de consolidation et ici on a évidemment beaucoup de réajustements à voir sur cette valeur et très probablement donc ici des structures de range, donc attention à ce que ça ne forme pas des triangles etc. Mais là si on revient un peu plus court terme, pour regarder la structure de ce range, on voit bien toujours pour moi le mouvement qui reste majeur, c'est-à-dire l'appréciation de l'euro par rapport au dollar au sein de la période de 2016-2018 qui reste pour moi le mouvement majeur qui devrait voir sa réplique se mettre en place au courant de l'année suivante sous un schéma identique en 5 vagues nous ramenant vers ces fameux supports et après on arrête et on se remet à reprendre du bifton vert. Pour moi, c'est ça le schéma technique que je suis. Ça aura traîné la patte tout 2019. On parle ici quand même encore une fois toujours de scénario hebdo-mensuel. Donc encore une fois, prenez un peu de recul par rapport aux échéances et à la durabilité de ces différents scénarios. D'un point de vue yen, je change toujours rien malheureusement à mes scénarios. Pour moi, le yen a terminé sa phase de consolidation triangulaire
sous son unité de temps majeure en mensuel. On reste toujours, même chose ici, sur une structure impulsive en 5 vagues, qui devrait très probablement trouver sa réplique après une structure de consolidation très longue en triangle, dont on est sorti par le haut. Donc là, on a fait la sortie haussière, je pense qu'on fait la consolidation, à suivre la 3, 4, 5 est terminée, et ici, derrière, on se remet à vendre le yen. Je pense que le yen, c'est la valeur, ça c'est la monnaie à vendre à la fin de ce cycle. Je pense que derrière, il y a une très grosse dégringolade à venir sur le yen, et notamment face à son pote le dollar. Donc, pour l'instant, je pense à un mouvement haussier, probablement lié à la crainte qu'on va avoir dans les possible phase de range sur les indices. Autrement dit, si les indices se remettent à avoir un peu peur pour revenir vers les supports, il est très probable que le yen soit un des compensateurs de risque privilégiés par les gestionnaires. Approuvé pour l'instant, mais d'un point de vue technique et cyclique, c'est ce qui semble clairement le plus probable. À venir donc ici des cassures de cycle hebdo-mensuels, à venir donc avec des accélérations potentielles qui pourraient en découler. Ok. D'un point de vue euro, on va regarder le XY, mais on pourrait très clairement regarder l'euro-dollar, ce serait à peu près la même chose, mais on va rester dans la logique ici. Donc on va regarder EXY. Hop, bon, je vais venir le placer ici, comme ça on l'aura, hein, de toute façon. Donc d'un point de vue euro-index, pour moi toujours la même chose. Ici, c'est pas nécessairement une force relative, c'est pas une force de l'euro, c'est plutôt une faiblesse relative de la paire majeure euro-dollar, qui pondère pour la plus grande partie de cette EXY. Donc ici, toujours pareil, c'est pas de dire on est des boss en euros, c'est plutôt de dire les ricains risquent de se prendre un réajustement et leur dollar risque de prendre une petite tatane. Et face à ça, bah forcément, théoriquement, ici, même chose, le scénario classique, hein, on est bien sur des bornes de range spéculatifs, non pas en mensuel, mais ici des signaux plutôt hebdomadaires à exploiter. Les bornes de range, pour moi, ont déjà été traitées, les gestions du risque sont là. Bref, ici, tout est un peu aligné. Seul problème, le squeeze technique, c'est-à-dire effectivement la compression violente des momentum qu'on a eu et qu'on a subi tout au courant de l'année 2019, qui sont pour moi toujours pareil des scénarios un peu rocambolesques, mais pour l'instant, il faut attendre patiemment donc la cassure et la sortie de ce fort mouvement de consolidation baissière, je pense, pour retrouver normalement donc la suite de l'impulsion majeure, à savoir donc normalement un schéma ici en 5 vagues à venir et qui devrait normalement déborder la résistance cotée en 2018. Une fois que ça c'est fait, bien entendu, on vise, comme on l'a dit, les différentes résistances ici et les zones de faible liquidité qui pourront servir de blocage par manque de demande en euros. Hein, encore une fois, arriver ici, c'est pas très excitant d'acheter de l'euro, donc on peut très bien se retourner par manque de demande acheteuse en euros. Et donc attention, mais c'est toutes ces zones-là, là, on va dire, voilà, toute cette zone-là dans laquelle il faudra faire très attention. Donc cette zone-là, hein, voilà, je vais essayer de... Bon, c'est un peu foutoir, je vais essayer voilà, de faire ça. C'est dans... Non, c'est pas ça que je veux non plus. Voilà, bon, enfin bref, je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est dans cette zone-là hein, dans laquelle il faudra faire très attention à ne surtout pas oublier que ici, on sera évidemment comme toujours dans un sentiment relativement haussier entre euros face au dollar. Donc on va trouver que le dollar c'est de la merde, on va trouver que l'euro c'est super fort. Et pourtant ici, il faudra probablement faire l'inverse quand on reviendra au contact des contextes résistants ici qui on devrait rattraper de cette façon-là. Ici, évidemment, je pense qu'il faudra trader un range et potentiellement un renversement baissier. Toujours pareil, de toute façon, on tape toujours 2 coups dans un sens, 2 coups dans l'autre. J'ai l'impression que le coup majeur, pour l'instant, ça reste celui-là, malgré la durable... c'est un peu le pain trade, quoi. C'est de dire ici, c'est extrêmement durable en termes de cassure de cycle. J'ai toujours l'impression ici que le mouvement majeur, le mouvement impulsif, ça reste celui qu'on a impulsé, ça veut rien dire, celui qu'on a lancé en 2017-2018 et qui devrait trouver très logiquement sa réplique. Qu'est-ce qui lancera cette thématique de surpondération en euros par rapport au dollar? Je ne sais pas, je pense toujours que le problème est majoritairement lié au dollar plus qu'à l'euro, mais ça c'est qu'un sentiment personnel. D'un point de vue action, on va aller très simple, pareil, c'est un discours que j'ai largement fait dans l'émission précédente, sous une très mauvaise forme, et je m'en excuse encore une fois. Beaucoup trop de blabla alors qu'on devrait s'en tenir à la partie technique, même si évidemment ces parties techniques, et c'est ce que j'essayais de retranscrire dans l'émission précédente, mais sous une très mauvaise forme, qui revient à dire on est aujourd'hui et on a affaire à des schémas de relativement moyen terme, moyen-long terme, qui demandent beaucoup de patience, cette patience qui évidemment met mes nerfs à très rude épreuve actuellement. Maintenant, attention, hein, ça ne veut pas dire que ces schémas cycliques et
prédictifs de marché arriveront à prévoir les mouvements. On est bien ici sur de la spéculation pure et dure associée à des gestions du risque. Simplement ici, les temps de réalisation, c'est-à-dire de validation ou d'invalidation, sont tellement longs que ici, les aspects émotionnels du trader peuvent être extrêmement impactants, et ça a été le cas pour moi en 2019. Donc les actions à scinder, donc pour moi il y a toute une partie de la cote qui price plutôt bien le risque, voire peut-être même un peu trop pour certains, et évidemment il y a toute une partie de la cote complètement bullesque qui n'y représente plus rien du tout, hein. Donc là, juste pour la beauté technique, voilà, bon là on n'a plus rien à voir avec la réalité, il n'y a qu'à voir la capacité qu'a ce marché à s'affranchir de son contexte résistant. Alors là on va enlever carrément tout biais de lecture, bon ça je vais le laisser, c'est quand même intéressant, mais voilà. Le principe étant ici donc de dire voilà ce à quoi nous avons affaire, il n'y a pas de cassure cyclique dans ce marché, on est juste dans un cycle haussier, mais un cycle haussier qui part totalement en sucette. C'est-à-dire qu'ici, on a tous les schémas d'une fin de tendance, et puis bah non, ici, la tendance, c'est oh bah non, on va monter, et tout va s'arracher. Donc là, on est bien ici en train de quitter le sol, pas du tout dans un schéma comparable à ce qui était donc en 2017, où là, on avait plutôt affaire à un marché qui cherchait ses excès finaux, et ça a tiré jusqu'à ce qu'on trouve l'excès final sous une forme un petit peu excessive, et très excessive même, sur ces contextes hebdomadaires en septembre 2018. Pour moi, depuis, la consolidation de ce marché ne ressemble à plus aucune structure. Ici, on est vraiment dans de la pure bulle spéculative. Là, on arrache tellement les contextes que ça ne veut plus rien dire du tout. Même en mensuel, c'est-à-dire que ici, si on essaye de cadrer cet excès sur le marché sur un UT supplémentaire, là, on voit bien que quoi qu'il arrive, tous les contextes de support sont déjà disjoints depuis très longtemps. On voit bien la structure parabolique. Ici, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la bubule. Ici, vous pouvez sortir toutes vos gestions du risque. Ça ne sert à rien du tout. Ici, on n'est pas dans la logique, on est dans la bulle spéculative. Plus vous cherchez à rationaliser ça, moins ça fera de sens. Donc ici, beaucoup de patience, mais par contre, on ne suit pas ces tendances-là, puisqu'il ne s'agit pas de tendances, il n'y a pas de gestion du risque dans ces mouvements, c'est de la pure psychologie. On peut quand même faire des trucs, mais ça nécessite énormément de prudence, de connaissance des marchés financiers, et beaucoup de recul sur ces activités spéculatives, ce que très peu de gens peuvent faire, et même moi d'ailleurs, je peux m'y brûler les ailes, puisque très clairement, je me suis planté sur Apple. Ça m'a valu pas mal de pertes cette année, en tout cas d'échecs. Il y a une bonne partie des ventes à Apple qui se sont soldées par, tout simplement, il y avait de très gros gains qui se sont littéralement envolés, hein. Donc c'est un manque à gagner considérable, plus des pertes, donc voilà, Apple pour l'instant pour moi c'est plutôt pas bon sur la gestion. Je la laisse donc de côté jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que la bulle éclate. Pour l'instant, j'attends donc des timings spécifiques de gestion de risque dans les bulles, qui est donc des choses que je n'apprends qu'aux expérimentés, et on fera éventuellement des émissions sur ces contextes spécifiques, mais j'hésite encore parce que, toujours pareil, il faut quand même que je fasse attention à la responsabilité que j'engage dans les émissions que je fais ici, et la façon dont ces informations peuvent être utilisées, en sachant que je peux difficilement filtrer qui regarde ces émissions, et que du coup c'est relativement compliqué quand il s'agit donc de transmettre un message qui ne s'adresse qu'à des expérimentés, en sachant que c'est l'intégralité de l'auditoire qui peut y avoir accès. Donc je ne sais toujours pas comment je vais gérer ça. En tout cas pour l'instant, tant qu'il n'y a pas des contextes favorables à une gestion du risque dans une bulle, ce qui est extrêmement complexe, qu'on soit bien d'accord, puisque ça nécessite des notions très subjectives. Je préfère éviter de trop parler de ça. Donc pour moi, c'est de la bulle. Même chose pour Microsoft, hein. Là, il n'y a absolument aucune possibilité de rationaliser quoi que ce soit dans ces actifs-là. Là, la bulle est évidente, hein. Si vous ne la voyez pas, bon, il y a quand même un problème. Et puis d'un point de vue technique, là, il y a tout qui justifie tout ça. Donc encore une fois, quand ces valorisations-là commenceront et entameront des phases de baisse, ça prendra la forme d'effondrements spéculatifs qui ont de fortes probabilités derrière de déclencher des cracks boursiers, c'est-à-dire des structures de consolidation baissière très longues, et etc. D'accord ? Mais dans un premier temps, ça se commence tout de suite par un effondrement spéculatif, c'est-à-dire une chute très brutale de la valeur, et après, la valorisation soit arrive à s'en remettre, soit tout simplement n'arrive pas à s'en remettre, et l'excès spéculatif est corrigé pendant de très longues années. Qu'est-ce que, bah voilà, il reste toujours la capacité aussi de former d'autres bulles, hein. Il est possible que Facebook, malgré les difficultés, s'affranchisse de ses résistances et crée de nouvelles folies haussières. C'est tout à fait possible aussi, hein. C'est-à-dire que la folie qu'on a sur ces différentes valeurs, Apple, Microsoft, peut tout à fait avoir une contagion. Autrement dit, au lieu que le risque soit contagieux
au sein des prochaines années et qu'on revienne plutôt chercher des supports indiciels, la probabilité tout simplement que la bulle se généralise, et là par contre ça peut devenir très dangereux, puisque quand vous survalorisez des forts composants indiciels, Facebook en fait partie, hein, si ces grosses valeurs commencent à toutes partir en bulle, évidemment là il va de soi que l'indice lui-même suivra la phase de bulle, et qu'il faudra donc arrêter de chercher à lui-même le trader avec des gestions du risque. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Je pense que la gestion du risque s'applique toujours à ces indices, mais attention avec ce bémol très important de bien comprendre qu'il y a un risque non négligeable de bulles spéculatives sur une vingtaine, trentaine d'actifs qui pondèrent fortement dans les indices. Pour l'instant, cette bulle est partielle et ne concerne que quelques-uns des composants de l'indice, ce qui explique un peu ces valeurs un peu cambrées qu'on a sur les indices. Mais attention, hein, encore une fois, il y a quand même toujours pour l'instant plus de chances que les 2-3 actifs en bulle se pètent la gueule, plus que les autres se mettent à suivre ces structures paraboliques. Mais ça reste un risque, et comme toujours, n'apprenez que ça. C'est la gestion du risque qui garantira votre survie. Par exemple, ceux qui s'amusaient à parier sur Nvidia se sont quand même pris une belle carotte au courant de l'année dernière. Donc attention, hein, mais ici on est probablement sur la phase donc de dead cat bounce. J'ai plutôt l'impression que le futur d'Nvidia, c'est plutôt le crack spéculatif, c'est-à-dire l'effondrement de la valo et de retour vers la zone des 100 dans laquelle on risque de rester plusieurs années. D'autres valeurs comme Netflix, même chose, hein, la bulle est vraiment en phase d'éclatement ou en tout cas de digestion. Il y a très peu de profit à espérer sur ce genre de valeur. Et pareil, ça, une fois que ça continue de s'effondrer, derrière, c'est des risques de crack, hein, donc c'est-à-dire de perte de valorisation très durable dans le temps sur des valorisations comme ça. En tout cas, ici, il y a très peu de profit spéculatif à espérer à court terme, tout simplement parce qu'ici, vous n'avez affaire qu'à une énorme bulle. Mais on notera quand même que sur celle-là, hein, tout de même, il y a quand même un suivi sur la hausse de valorisation, ce qui n'est pas le cas de certaines valeurs comme Apple. Donc là, il y a quand même une base de valorisation, alors complètement surévaluée, ça on est tout à fait d'accord, et la structure parabolique ici n'invite pas à l'investissement, mais pour l'instant, on note toujours que les profits ici restent en lien avec la valorisation. Les profits annualisés, hein, qu'on soit bien d'accord, les profits trimestriels, eux, sont clairement inquiétants. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nécessité de créer un véritable crack spéculatif. Tant que ces risques temporaires ne s'installent pas, attention à ne pas vendre des valeurs qui continuent de faire des bénéfices. C'est bien important, hein. N'oubliez pas que les prix des actions, c'est la projection des bénéfices futurs. Alors là, évidemment, on projette la parabolisation de cette courbe, c'est-à-dire qu'on se dit, comme sur 2018, c'était 15,79, ça veut donc dire que 2019-2020, on doit être à ainsi de suite. C'est vraiment tout ça, hein. Le principe est de comprendre qu'on ne fait que projeter des systèmes paraboliques qui ont très peu de probabilité de réussir à se projeter dans le temps, puisque tout simplement, l'attente étant de plus en plus forte sur des valeurs, il y a forcément un moment où l'attente n'est pas atteinte. Et à ce moment-là, très rapidement, c'est la douche froide, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il va falloir retrouver de nouveaux planchers, et c'est là où c'est très dangereux quand on n'a donc constitué aucun plancher de valorisation. Sur Amazon, c'est toute la thématique de savoir si cette belle bubule va elle aussi se péter la gueule. Pour l'instant, personne n'en sait rien. Là aussi, même chose, les profits sont toujours croissants. Donc attention à ne pas non plus complètement tout partir en vrille, mais qu'on soit bien d'accord, il y a bien, quoi qu'il arrive, une fin à tout. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et il faut faire très attention, toujours pareil, dans ces bulles, soit vous jouez l'aspect spéculatif de la bulle qui revient à dire ça ne fait que monter et ça montera un coup de plus jusqu'au jour où vous êtes le dernier con qui achète le dernier coup qui ne marche pas, et là évidemment derrière c'est la ruine et vous ne retrouverez jamais les niveaux de valorisation, bien entendu. Donc ici c'est plus une notion de risque ratio rendement, de savoir que le rendement ici est très incertain alors que le risque lui il est bien réel et qu'il est même très très élevé sur ces valeurs. Voilà, donc d'un point de vue indiciel, toujours pareil, des composants très forts de l'indice qui sont en très gros risque d'effondrement spéculatif, mais attention, c'est simplement que si la croissance diminue, les profits vont devoir être revus et les courbes de profitabilité vont être revues. Ça ne veut pas forcément dire des cracks boursiers sur ces valeurs, ça veut dire qu'il y a risque d'effondrement spéculatif, c'est-à-dire de crise de liquidité, mais qu'on risque de quand même tenir des supports sur ces valeurs, hein. Faites bien attention, le crack, lui, ne sera conditionné qu'au fait qu'il y a une récession économique, c'est-à-dire non pas simplement un recadrage des profitabilités de ces entreprises, mais dans ce cas-là, bien une perte
de confiance qui consiste à dire on ne sait plus quels sont les profits potentiels de ces entreprises, et c'est là que se met en place le crack. C'est-à-dire que là derrière, on teste la résilience de la valeur à long terme dans un flux baissier pour retrouver une base solide de profitabilité. Je ne pense pas pour l'instant que ce soit le schéma dans lequel on est, tout simplement pour les raisons de pricing indiciel dont je vous parlais avant. Je ne pense pas qu'on soit à l'aube de vraies grosses baisses de marché, mais simplement des phases de temporisation pour retrouver un petit peu de gravité, entre guillemets, retrouver un petit peu d'hésitation dans ce marché qui correspond totalement à la phase dans laquelle on est et dans laquelle la macroéconomie se trouve aussi, dans laquelle tout simplement ces projections paraboliques de bénéfices sont tout simplement irrationnelles et qu'elles risquent donc d'être conditionnées par des petits effondrements spéculatifs dans un premier temps, qui peuvent créer d'énormes pics de volatilité, mais qui seront pour ma part des opportunités potentielles d'achat sur des prix plus attractifs et dans des contextes bien spécifiques. Mais pour l'instant, il faudra donc déjà attendre, je pense, ces baisses de valorisation sur ces actifs-là, vérifier bien qu'elles maintiennent leur niveau de profitabilité, c'est-à-dire qu'elles trouvent un plafond de profitabilité, mais qu'on ne commence pas à comprimer les revenus de ces entreprises. Sinon, derrière, ce sera très clairement les cracks spéculatifs pour plusieurs années. Mais voilà, pour l'instant, le constat dans lequel on est. Attention donc à ne pas suivre des bulles spéculatives par rapport au simple fait que dans un objectif de risque ratio rendement, ça n'est pas compatible. Maintenant, attention, si vous voulez jouer des bulles, c'est tout à fait possible, mais ça se fait dans le cadre d'un pari, tout comme vous pourriez acheter par exemple un ticket à la Française des Jeux ou un truc comme ça. Voilà. Si vous voulez faire ce genre de truc, tout à fait, mais ça ne se place pas dans le cadre d'un investissement, mais bien d'un pari spéculatif. Si tel est ce que vous voulez faire, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Il faudra en assumer les risques qui y sont associés si jamais ils se produisent. Et donc, bien évidemment, quand on joue à pile ou face, en sachant que dans une bulle, attention, quand vous jouez à pile ou face, c'est plutôt de dire vous jouez à pile face-face, et il y a quand même si vous ne le percevez pas, beaucoup plus de chances que ça se passe mal. Donc, faites quand même attention dans ce cas-là. Si vous voulez jouer ces trucs-là, jouez toujours avec une partie infime de votre capital. Pensez avant tout gestion du risque. Moi, au final, c'est ça que j'essaye de faire dans ces émissions, d'une manière très dysfonctionnelle depuis plusieurs mois, et certains d'entre vous me le font remarquer, et à juste titre. Donc voilà, faites toujours attention. Moi, au final, ce que j'essaie de faire, c'est surtout de vous protéger, et pas forcément toujours de la meilleure des façons, mais en tout cas, ça part toujours d'une bonne intention, et j'espère en tout cas que ça, vous en êtes toujours resté convaincu. Sur ce, je vous souhaite pour de bon une bonne année. J'espère que cette partie de l'émission-là sera beaucoup plus intéressante. En tout cas, je pense qu'elle l'est, et j'espère qu'elle l'est beaucoup plus que le blabla délirant de la première partie de cette émission, que je regrette sincèrement, mais que j'effacerai pas pour des besoins éthiques. Je rêverais que de l'effacer, cette vidéo, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, pour un pur biais éthique, je préfère la laisser. Faut savoir assumer ce qu'on produit de bon, tout comme ce qu'on produit de très mauvais. J'espère que cette phase de très mauvaise production qui n'a pas commencé hier, qu'on soit bien d'accord, se terminera vite. Maintenant, voilà, force est de constater que pour l'instant, j'ai très peu de contrôle sur tout ça. C'est plus fort que moi, pour être honnête. Donc voilà, j'essaie toujours de prendre un peu le recul qui me semble nécessaire à l'heure actuelle. Je vous prie toujours, encore une fois, de m'excuser. Pour moi, ce qui me semble le plus juste en attendant, c'est comme toujours, et j'insiste, d'offrir intégralement le service que je propose, mais qui est évidemment pas très actif en ce moment. Mais voilà, donc toujours pareil, je fais appel à votre indulgence, votre patience. Si je vous ai gonflé au sein de ces 3 mois avec ce blabla interminable sur les gestions du risque stupides de Wall Street et ainsi de suite, je peux tout à fait comprendre, et je vous en veux clairement pas. De toute façon, j'attends rien de vous, et je vous dois rien, et vous ne me devez rien non plus. On est dans un échange qui, je l'espère, est parfois constructif, même si très sincèrement dernièrement, même moi je le sais, c'est pas du tout constructif, et donc je m'en excuse encore une fois. Donc mea culpa de 2019, j'espère que 2020 sera plus intéressant. Je prends donc du recul en attendant, de la patience, parce que ça me semble nécessaire, parce que moi-même j'ai du mal à prendre du recul sur mon propre trading, sur la façon que j'ai de communiquer avec vous. Je vois qu'il y a un problème, mais j'ai du mal à le résoudre, donc je vais attendre simplement que des vents plus favorables se mettent en place. Voilà, sur ce, pour de bon, une bonne année, et encore une fois, toutes mes excuses.